Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de vous joindre à nous pour notre présentation aujourd'hui qui va porter sur l'égalité en éducation grâce à un apprentissage en ligne accessible. Permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom est Mamadou Diop. Je suis le directeur par intérim de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle à la Commission scolaire Kativik. J'ai le plaisir de faire la présentation aujourd'hui avec Madame Isabelle Bertolotti, qui est notre consultante en formation en ligne et en développement de curriculum. Donc, je pense que je ne partirai pas de débat en disant que pour toute nouvelle introduction d'une nouvelle technologie en éducation, le facteur primordial est l'accessibilité. Donc, en ayant ça en tête, l'équipe de l'éducation des adultes de la commission scolaire va vous présenter les solutions qui ont été mises en place et adoptées pour pouvoir offrir une formation en ligne au Nunavik avec ou sans connectivité à Internet. Donc, je pense qu'il est d'à propos de pouvoir mettre les choses en contexte pour pouvoir après comprendre la démarche qu'on a pu prendre tout au long de ce projet. Donc, on va commencer par des petites questions. Il ne faudra pas vous en faire. Il n'y aura pas de succès ou échec. C'est tout juste une évaluation diagnostique pour pouvoir évaluer vos connaissances du sujet. Donc, tout d'abord, je commencerai par dire que la commission scolaire Kativik-Ilissardi-Rinik est une des commissions scolaires qui a été créée en vertu de la convention de la BIEMS. C'est une commission scolaire à statut particulier. Donc, c'est une commission scolaire qui offre des programmes en Inuktitut, en français et en anglais langue seconde. Donc, la première des questions que je vous poserai, pour les personnes qui ont été attentives, elles ont déjà la réponse. Comme vous le savez, toute commission scolaire a un territoire désigné. Selon vous, quel est le territoire dans lequel la commission scolaire Kativik opère-t-elle? Je pense que celle-là, on peut aller vite. Alors, je dirais que la commission scolaire Kativik est le fournisseur exclusif des services scolaires du Nunavik. Quand on parle du Nunavik, on parle de la région en rouge. C'est celle qui est située au-delà du 55e parallèle, qui couvre environ 500 000 km². Donc, comme je disais tout à l'heure, les services sont offerts en Inuktitut, français et anglais langue seconde. La commission scolaire a aussi un mandat de pouvoir préserver et développer la langue Inuk et aussi préserver le mode de vie et la culture inuit. Selon vous, combien de communautés retrouve-t-on au Nunavik? Toutes ces questions, vous en verrez la pertinence quand Isabelle prendra le lead pour vous faire la présentation. Donc, la réponse est de 14. Donc, quand on parle du Nunavik, on parle de 14 communautés qui sont disséminées le long de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava, avec les plus grandes communautés qui sont Kuujjuaq, Pujurnituk et Saluit, plus au nord. Peut-on se rendre dans ces communautés en voiture, en bateau, en avion ou en prenant une petite marche? La réponse, c'est qu'il n'y a aucune route qui mènent au village du Nunavik. C'est ce qu'on appelle des fly-in communities. Elles ne sont accessibles que par avion et nous avons des liaisons quotidiennes qui permettent soit de quitter Montréal ou le sud pour aller vers ces communautés ou de voyager entre les communautés. Donc, ça vous donne une idée un peu de la localisation géographique et des challenges à venir. Pour certains, peut-être que c'est évident, mais par exemple, dans notre cas, nous, si un adulte qui vit dans une communauté, par exemple, Pujurnituk, voudrait suivre un programme de secrétariat qui est offert dans une autre communauté, quelles sont les solutions qui s'offrent à elle ou à lui? Je dirais que dans le cas qui nous concerne, l'étudiant n'aura pas de choix que de déménager dans la communauté où le programme est offert. S'il a des dépendants, il faudra qu'il déménage avec ses dépendants, inscrire ses enfants dans une école ou dans une garderie au besoin. La commission scolaire a des résidences étudiantes dans 3 communautés, mais pas dans toutes. Et on supporte aussi les élèves qui doivent quitter leur communauté pour poursuivre leurs études au niveau financier et pour leur permettre de continuer leurs études. La dernière question, qui est la non moindre par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui,
a trait à la qualité de la connectivité Internet au Nunavik. Parce que vous savez que quand on parle d'éducation en ligne, de formation en ligne, tout repose sur l'accessibilité à une connexion Internet. Donc, d'après ce que vous avez pu entendre ou voir dans les nouvelles, quelle est la qualité de la connexion Internet au Nunavik? Je vais vous donner les réponses. Elle est assez médiocre. Elle est instable. Il n'y a pas de service haute vitesse dans aucune communauté. Et dans certaines communautés, il y a une liste d'attente pour avoir un modem, ne serait-ce que pour pouvoir se connecter. Ce qui a forcé certains des élèves qui sont inscrits dans les instituts postsecondaires et universitaires de devoir rester à Montréal malgré que les cours se donnent en ligne pour pouvoir avoir accès à leurs cours en ligne parce que ce sont des cours qui se donnent en mode synchrone et rester au Nunavik rend impossible le fait qu'ils puissent suivre ces cours et les met à risque d'échec. Donc, c'est vraiment une problématique que le Nunavik fait face. Et en ce temps de pandémie où l'accès aux services Internet est un service essentiel, c'est une des problématiques majeures qui est mise de l'avant en ces temps. Donc, en conclusion, je dirais que pour la première partie où on vous présente un peu ce qu'est la commission scolaire Kativik, c'est une commission scolaire comme toute autre commission scolaire au Québec qui offre les mêmes programmes, mais en plus des difficultés géographiques et des difficultés techniques qui ont été mentionnées plus tard, ce qui implique que toute chose qui est faite doit être planifiée en tenant en compte ces challenges. Donc, on donne à l'éducation des adultes, on donne la formation générale. Je passerai très vite dans ces services qui sont donnés. On donne aussi de la formation professionnelle. Entre autres, on donne des cours de cuisine, des cours de charpenterie, des cours de préposés aux bénéficiaires et des cours d'opérateurs de machinerie lourde. Donc ça, c'est la mise en contexte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Isabelle qui va pouvoir vous expliquer, en tenant en compte ces challenges, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir permettre à nos élèves d'avoir accès à un apprentissage en ligne. Alors, bonjour. Je me présente. Mon nom, c'est Isabelle Bertalotti. Je suis conseillère en apprentissage en ligne et spécialiste en développement de curriculum au secteur adulte de Kativik. Mais je suis dans le milieu d'éducation depuis 1997 avec un brevet d'enseignement. J'ai enseigné au secteur primaire, jeune, adulte. Je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et je suis aussi ma maîtrise à des cours à distance. Et la raison pourquoi je partage ça avec vous, c'est pour vous dire que je comprends très bien le milieu en tant qu'enseignante, en tant que conceptrice de la plateforme et aussi en tant qu'étudiante. Et ça, je trouve que c'est très important de vivre un peu l'expérience de chacun quand on parle de l'éducation à distance. Alors, moi, je vais vous parler de la plateforme en tant que telle, la plateforme de gestion de cours et les solutions qu'on a dû mettre en place pour vraiment donner de l'accessibilité d'Internet qui est dans un reportage de CBC qui vraiment vient pour nous soulever qu'au Canada, oui, c'est 2020, mais l'idée, c'est que la réalité, c'est qu'ils appellent ça un digital divide, qui est qu'il y a vraiment une source d'inégalité quand ça vient à l'accessibilité d'Internet. Et c'est sûr que c'est plus prononcé dans les milieux ruraux et aussi dans les communautés des Premières Nations. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, ce n'est pas quelque chose qu'on en parle tout simplement, mais c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai et que les gens y vivent. On ne montrera pas le reportage, mais vous pourrez le regarder vous-même pour voir quelles sont la réalité des gens qui ont de la misère à avoir accès à l'Internet. Le premier obstacle qui est avec l'apprentissage en ligne, c'est difficile d'obtenir une formation en ligne quand la connexion Internet est instable ou inexistante, qui est pour nous un grand obstacle. Mais il y a des solutions.
Et la solution, c'est que nous avons décidé d'utiliser la plateforme Moodle. Peut-être que vous en avez déjà entendu. Mais la raison pourquoi, et la raison numéro une pourquoi nous avons utilisé Moodle, c'est parce que cette plateforme-là vient aussi avec des applications qu'on peut mettre sur un desktop, qu'on peut mettre aussi sur un téléphone mobile. Et l'idée, c'est qu'un Moodle peut être construit et cette plateforme-là peut être offerte en ligne. Et on peut aussi fermer l'Internet. Et l'éducation que nous avons placée, la gestion de cours, les cours, le contenu de cours peut être disponible sans Internet. Alors ça, c'était vraiment une solution gagnante pour nous, étant donné que l'Internet est instable. Deuxième obstacle, c'est bien beau de dire « nous avons choisi la plateforme ». C'est très important, bien sûr. Et c'est sûr qu'on a plusieurs choix. Mais un des problèmes avec Moodle et beaucoup d'autres plateformes, c'est que quand on décide d'aller avec une plateforme, la réalité, c'est que ces plateformes-là sont vides. Il n'y existe rien. Alors, la solution, c'est vraiment de donner, d'avoir une équipe pour créer la plateforme. Et cette équipe-là doit vraiment avoir une personne qui est responsable du projet pour que le projet avance avec une échéance. Mais c'est sûr qu'il faut favoriser le travail d'équipe parce que c'est sûr que quelqu'un qui va créer le Moodle, qui va alimenter le Moodle et les gens qui vont utiliser le Moodle ont tous leur mot à dire. Alors, c'est sûr quand on choisit la plateforme Moodle, le travail vient de commencer. Alors, on voit un Moodle qui est orange et c'est vraiment ce qu'on reçoit quand on décide d'aller avec cette plateforme. Je vais juste te demander de cliquer. Ce qui arrive, c'est qu'après, on doit l'alimenter, mais on doit l'alimenter avec une vision. Et cette vision-là, c'est sûr que ça doit être alimenté avec toute l'équipe, mais qu'il y a vraiment un personnel qui est vraiment en charge du Moodle. Alors, voici ce que nous avons fait pour le secteur adulte, qui est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe que tout le monde a pu vraiment partager, participer pour dire, bon, ben, voici ce que nous avons besoin. Le troisième obstacle. On continue un petit peu sur la diapositive d'avant. C'est que sans accès stable à l'Internet, il est impossible d'élaborer des cours, de concevoir ou de construire. Alors, c'est sûr que nous, nos écoles, c'est sûr qu'on a un programme d'éducation à distance à Montréal, mais les cours s'offrent dans les communautés. Alors, même si on décide d'utiliser Moodle, même si on se dit on a une plateforme, on a une équipe, un des problèmes, c'est qu'il faut alimenter le Moodle, mais pour ça, on a besoin d'une connexion stable, on a besoin d'une bonne connexion. Alors, ce qu'on a décidé, on a trouvé une solution, bien sûr, c'est qu'à Montréal, on a préparé le Moodle. On l'a construit, on l'a bâti. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cloné le Moodle sur des serveurs. On a envoyé les serveurs dans les communautés. Et comme ça, les communautés avaient la plateforme qui a été créée à Montréal avec tout, avec les cours, le design et toutes les autres, tout ce qu'on avait besoin pour les plateformes sur les serveurs. Alors, ce qui arrive, c'est que les serveurs ont le Moodle au complet. Et ce qui arrive aussi, c'est que nous avons fait aussi, c'est de décider d'avoir vraiment des concepteurs de cours. Quelqu'un, un enseignant qui décide de faire un cours, disons un cours en anglais, secondaire 1, secondaire 2, et de cloner aussi ce cours-là et de le copier et de le mettre sur toutes les autres Moodle. Comme ça, au lieu de faire une plateforme qui est vide et de donner des coquilles vides en plus aux enseignants, c'est de les remplir, de faire un genre de schéma. Et comme ça, quand un enseignant doit enseigner dans une communauté, il reçoit sur le serveur, ce qui est accessible, c'est le Moodle, la plateforme,
mais pas juste ça, mais c'est les contenus de cours en plus qui ont déjà été bâtis, qui ont déjà été fournis. Ouais. Quatrième obstacle. Si vous avez jamais utilisé Moodle, c'est que Moodle, c'est une plateforme très intéressante pour nous puisqu'il y a cette option de fermer l'Internet et quand même avoir accès aux cours. Mais ce qui arrive, c'est que Moodle, puisqu'on doit le bâtir nous-mêmes et puisque c'est quand même des contextes spécifiques que nous, on développe, il y a aussi de la formation qu'il faut offrir. Parce que même si on utilise un Moodle qui a été bâti, peut-être que le Moodle que nous avons fait spécifique n'est pas exactement pareil. Alors, c'est sûr que nous, ce que nous avons fait, c'est on fournit des vidéos tutoriels personnalisées dans la plateforme. Alors, il y a plusieurs cours pour les enseignants, pour les étudiants. Et c'est sûr que ces vidéos-là, c'est pour que tout le monde les visionne, pour que tout le monde soit à l'aise avec la plateforme, tout le monde se sent supporté. Et c'est sûr qu'il faut toujours offrir en permanence des cours de perfectionnement professionnel. Mais c'est très important de la bâtir et de l'intégrer dans la plateforme. Et aussi, on a choisi des vidéos parce que Moodle, c'est déjà fort en texte et les besoins de littératie sont assez rehaussé pour utiliser la plateforme. Alors, pour alléger la tâche cognitive qu'on a besoin pour bien apprendre le Moodle, on pensait que des vidéos, ça serait une bonne façon d'offrir le support pour utiliser la plateforme. Et le suivant. Ce qui est important pour nous, et je pense aussi que c'est partout ailleurs au Québec, c'est de prioriser l'égalité en éducation dans l'environnement d'apprentissage en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée numérique. On parle beaucoup du numérique, mais il faut avoir accès au numérique. C'est très, très important. Il faut se poser des questions. Je pense que les questions très importantes, c'est premièrement, est-ce que nos écoles offrent une connexion Internet fiable? Pour nous, les serveurs, c'est ça que ça offre. Ça offre une place aux étudiants de recevoir le matériel avec quand même une connexion Internet assez fiable. Faut-il obligatoirement utiliser notre plateforme d'apprentissage en ligne pour suivre les cours? Alors, pour nous, si c'est Moodle, c'est sûr qu'un étudiant va avoir besoin d'un support pour cette plateforme-là parce que tout le contenu de cours va être sur le Moodle. Prochaine question. De quelle vitesse de transmission nos élèves ont-ils besoin au minimum pour suivre les cours en ligne à la maison? Le Moodle, on est capable de complètement fermer l'Internet et de suivre les cours. Mais si on utilise d'autres plateformes, est-ce qu'ils ont besoin une vitesse de transmission pour suivre les cours? C'est très important. Et nos élèves ont-ils accès à une telle vitesse à la maison? C'est bien sûr qu'on leur demande de télécharger des documents à l'école, mais est-ce qu'ils peuvent télécharger ces documents à la maison? Et offrons-nous une solution hors ligne pour que les élèves puissent suivre leurs cours sans connexion Internet? C'est important, je pense que l'idée que tout le monde a peut-être l'Internet, et peut-être que si tout le monde a l'Internet, peut-être pas la vitesse que nous avons besoin. Alors, c'est des questions qu'il faut se poser quand on crée notre plateforme, on utilise la plateforme et on l'implante. Et la prochaine question, la dernière, ben, c'est pas une question, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. En fait, j'aimerais tout juste amener une petite précision. Tout ça, c'est beau, mais il faut que les élèves aient aussi des outils de connectivité. Donc, ce qu'on a fait pour pouvoir leur permettre de se connecter et suivre les cours en ligne, c'est que la commission scolaire équipe tout élève qui est inscrit à l'éducation des adultes avec un ordinateur pour qu'ils puissent suivre leurs cours à distance. Donc, il faut bien pouvoir avoir des outils de connectivité pour que les cours en ligne puissent se faire, parce qu'on sait que si tout le monde travaille à la maison, il y a beaucoup d'élèves qui sont à la maison, l'accès à un outil de connectivité peut être un souci. Donc, on a décidé d'équiper tous nos élèves avec un ordinateur. Donc, je te repasse la parole, Isabelle. Et la dernière... Oui, alors c'est une répétition. Les cours sont-ils accessibles en ligne et hors ligne?
Parce que le numérique, dont on dit numérique, c'est possible que ça soit accessible hors ligne. C'est très important de faire la différenciation. Et le dernier, en anglais, on dit food for thought. Selon Kofi Annan, l'éducation est le grand égalisateur de notre époque. Il faut faire attention parce que l'apprentissage en ligne est en passe de devenir le plus grand diviseur. Alors, je vous laisse avec ce food for thought pour y penser dans notre aventure numérique, donc qui se présente à notre porte. Et je pense peut-être qu'il y a des questions. Mamadou, je te le pense. Je vais regarder le fil des questions. La question est, j'ai une question par rapport aux cours. Comment est-ce que les cours sont bâtis? Étant donné que la plateforme vient, c'est sans cours, comment est-ce que le processus est fait? Alors, vraiment, la réponse, c'est que nous utilisons le curriculum qui est publié par le gouvernement. On le suit et on demande à un enseignant direct de construire et de bâtir le cours en mettant des exercices, des directives. Et après, on copie le cours pour les autres enseignants aussi qui vont enseigner le cours. Donc, le fait d'avoir des enseignants qui bâtissent des cours différents permettent de développer plusieurs cours. Et le fait d'avoir un designer de cours aussi permet d'avoir une uniformité dans tous les cours et qu'après, les cours sont partagés à travers les enseignants. Mais il est à noter aussi que c'est un travail qui ne serait pas possible sans, comme le mentionne Isabelle, l'équipe qui est derrière, c'est-à-dire l'équipe de conseil pédagogique, l'équipe des enseignants, parce que c'est un travail qui est demandant au début. Ça prend vraiment l'implication de tout un chacun. Je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce résultat final sans l'implication de tout un chacun pour pouvoir arriver à ce résultat fantastique. So, est-ce qu'il y a d'autres questions? I'm going to refresh the page. Alors, Isabelle, tu as des félicitations d'un monsieur qui te dit qu'il l'utilise aussi pour enseigner la 5e secondaire, de la 5e année au primaire et au cégep, et que c'est une approche novatrice, le fait d'utiliser la connexion hors ligne. Oui, c'est quelque chose qu'on devrait explorer beaucoup plus et tout le monde ensemble parce que ça offre une opportunité aux gens qui seraient peut-être, qui laisseraient peut-être l'école, qui décrochaient ou qui n'auraient aucun autre accès. On peut en prendre une dernière. Quelle est la réaction des utilisateurs du Moodle jusqu'à présent? Ça, je pourrais dire que la grande majorité des élèves qui utilisent Moodle actuellement sont les élèves qui sont inscrits en formation à distance, qu'on donnait de façon traditionnelle et qu'on a maintenant transféré sur la plateforme Moodle. À date, je dirais qu'ils sont satisfaits parce qu'il y a un suivi régulier qui se fait avec une équipe de tuteurs derrière qui leur permet, s'ils ont des questions, de les joindre et de répondre à leurs questions. On a un taux de rétention supérieur à celui qu'on avait l'année dernière pour les élèves qui étaient inscrits en formation à distance, parce qu'il y a un suivi qui se fait, qui est beaucoup plus personnalisé. Et la tranche d'âge de nos élèves varie de 18 à 35 ans. Donc, ils sont vraiment à l'aise avec la nouvelle technologie. Donc, de passer de papier pencil à quelque chose de beaucoup plus, I'll say, 2020, ça a vraiment aidé au taux de rétention. Donc, je dirais que c'est très bien reçu à date. Et dans le Nord aussi, on a des élèves qui habituellement étaient en temps partiel parce qu'ils avaient des obligations familiales. Maintenant, combinent les deux. Ils vont faire du présentiel pour le temps qu'ils peuvent venir dans les centres et pour le temps restant, ils vont étudier de la maison à travers la plateforme. Je pense que ça fait le tour. On n'a plus de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger les questions et on prendra contact avec les personnes individuellement pour pouvoir répondre à leurs questions et continuer le dialogue. Sur ce, on vous remercie de votre participation
et de votre intérêt quant à l'égalité en éducation grâce à un apprentissage en ligne accessible. En vous souhaitant de passer une excellente fin de journée et une bonne fin de semaine.